Bonjour à tous, et je salue notamment les nombreux membres du comité de bassin que j'ai aperçus dans la salle et qui sont aussi à la tribune. Alors je vais me livrer à l'exercice, au plaisir toujours renouvelé de l'exercice qui consiste à conclure un colloque auquel on n'a pas participé. Mais la synthèse qui a été faite tout à l'heure me montre quand même qu'un certain nombre de conclusions sont assez partagées et que je ne serai pas complètement décalé. Première remarque, tout à l'heure Roberto Eplé a cité la directive cadre il y a 10 ans. Première remarque, c'est que de chemin parcouru en 10 ans. Qui, il y a 10 ans, parlait de continuité écologique, d'hydromorphologie, de bon état écologique? Peu de monde. Quelques vieilles barbes comme Nicolas Fauré dans les Dires, dans l'ancien Conseil supérieur de la pêche, quelques spécialistes du CEMAGREF ou des agences de l'eau, peu de monde. Aujourd'hui, on réunit des colloques de plusieurs centaines de personnes. Aujourd'hui, ici, il y a 2 jours, au Congrès des maires, il y avait aussi un colloque organisé par l'ONEMA et les agences de l'eau sur ce sujet. Et il y en a d'autres annoncés pour l'année prochaine. Donc ça, c'est plutôt positif. Et ça s'est traduit dans les organismes de bassin, puisque cette question de la continuité écologique, du bon état écologique, a été un des débats majeurs du comité de bassin ces dernières années. Et le thème spécifique de la continuité écologique a fait couler beaucoup d'encre, s'est traduit par beaucoup de transpiration d'un certain nombre de membres, et je crois que Jean-Paul Doron en a été un acteur particulièrement actif. Alors en ce qui concerne le comité de bassin et l'agence, nous nous sommes organisés pour accompagner ce mouvement et surtout accompagner les maîtres d'ouvrage qui se lancent dans ces travaux qui sont parfois compliqués et pour lesquels les financements ne sont pas toujours spontanés. Aujourd'hui, nous avons plus de 200 contrats dans le bassin Loire-Bretagne qui sont vivants et sur lesquels ce genre de thème est traité et dans lesquels on a les questions posées, des obstacles en rivière pour améliorer la transparence écologique. Sur le thème spécifique des obstacles, le gouvernement, l'État nous donne un certain nombre d'objectifs. Nous devons traiter 400 ouvrages avant 2012 dans le bassin Loire-Bretagne. Nous en sommes aujourd'hui déjà à 175 dossiers, donc 45% de l'objectif. Bref, les choses avancent. Et je crois qu'on peut être raisonnablement optimiste sur ce plan-là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne rencontre pas de difficultés sur le terrain. Je crois que plusieurs exposés s'en sont fait l'écho hier et ce matin. Je crois que ces difficultés sont liées à différentes raisons. D'abord, la difficulté que nous rencontrons en pratique pour faire comprendre ce que l'on veut faire. C'est vrai qu'il n'est pas forcément immédiat ou spontané pour le riverain de comprendre qu'une rivière qui coule est en meilleure santé qu'une rivière qui ne coule pas. C'est vrai aussi qu'il n'est pas forcément immédiat pour une population d'admettre que son paysage puisse radicalement changer quand un ouvrage a été supprimé. Et puis, il y a des difficultés qui sont plus objectives, qui peuvent être des apparentes contradictions entre politiques publiques. On nous oppose souvent à la directive cadre, la directive sur les énergies nouvelles, par exemple. Tout à l'heure, il y a eu une question sur les contradictions entre Natura 2000 et la continuité. On nous oppose souvent l'apparente contradiction entre la directive sur les énergies renouvelables et les rivières. Et puis, il y a d'autres usages de l'eau. Il y a l'irrigation, il y a l'eau potable, il y a les activités sportives. L'expérience que nous avons de quelques années sur ces 200 contrats dont je parle dans le bassin Loire-Bretagne, c'est que ces contradictions ne sont pas rédhibitoires dans la très grande majorité des cas. En revanche, elles nous imposent une méthode d'action. Elle nous impose de prendre le temps d'expliquer les objectifs, de se concerter. Alors effectivement, la méthode que nous employons prend du temps. Elle n'est pas aussi efficace que les méthodes radicales dont nous a parlé Roberto Eplé aux États-Unis et en Russie. Effectivement, quelques jours, cloc, on enlève tout, c'est parfaitement efficace. Je ne suis pas certain que notre culture politique et juridique en France accepte ce genre de méthode. Et donc je crois qu'il faut prendre le temps de la discussion, prendre le temps de l'explication, prendre le temps des études techniques quelquefois, et je crois que c'est une des conditions du succès. Je crois aussi qu'on peut être d'un optimisme raisonné parce qu'il faut regarder aussi la nature des problèmes que nous rencontrons. On a fait l'inventaire, pas totalement complet, des seuils qui existent dans le bassin Loire-Bretagne. Il y en a 12 000. Je crois qu'il y en a 60 000 en France, 12 000 dans le bassin Loire-Bretagne. 80% de ces obstacles sont sans usage identifié. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'irrigation. Donc a priori, on ne devrait quand même pas rencontrer des difficultés insurmontables pour pouvoir traiter ces ouvrages. Et parmi les ouvrages qui ont un usage économique, seuls 5% ont un usage hydroélectrique.
Donc là aussi, je ne vois pas quelles conditions objectives pourraient nous empêcher d'avancer. D'autre part, des solutions existent pour concilier des objectifs apparemment inconciliables. Je crois qu'on a, peut-être parce que notre communication a été mauvaise au début, on a cru, certains ont cru, d'autres ont peut-être voulu faire croire, si j'en crois certains papiers qui circulent dans certains départements du bassin Loire-Bretagne, que la seule solution que nous proposons était la suppression des obstacles. C'est totalement faux. Et je demande aux membres du comité de bassin qui ont participé à ces débats, ils peuvent témoigner de dire que pendant de longues séances, nous avons discuté de l'ensemble des solutions qui étaient disponibles et que le SDAGE, très précisément, et ça a été discuté au point-virgule près, explique quels sont les différents moyens qui existent. Par ordre de priorité, effectivement, la suppression d'un obstacle est la méthode la plus efficace. Mais le SDAGE dit bien qu'il y en a plein d'autres. L'arasement partiel, l'aménagement d'ouverture, la création de petits seuils de substitution franchissables, l'ouverture des barrages et la transparence par la gestion des ouvrages, et enfin l'aménagement de dispositifs de franchissement ou de rivières de contournement. Tous ces moyens n'ont pas la même efficacité, mais tous existent et peuvent permettre de construire le compromis qui seul nous permet d'avancer. Donc nous essayons de mettre tous ces moyens en œuvre simultanément et nous avons des réussites. Enfin, à l'agence, nous essayons de valoriser ces réussites, notamment dans le cadre des trophées de l'eau, pour montrer qu'il y a des choses qui avancent et qui marchent. J'ai en tête l'exemple justement d'un moulin dans le département de la Mayenne sur le Vicoin, où nous avons réussi à diminuer très sensiblement la hauteur du seuil et à la satisfaction du propriétaire, dont le moulin est toujours en eau, et à la satisfaction de la transparence écologique qui a été nettement améliorée sur cette rivière. Donc, je conclurai sur cette note d'optimisme. C'est pas gagné, c'est une véritable révolution culturelle de l'approche des rivières à laquelle l'Europe nous appelle. Mais je crois que beaucoup de pas ont été déjà gagnés ces dernières années. Ça continue et j'en profite pour remercier les organisateurs de ce colloque parce que je pense que ce sont des étapes qui sont extrêmement importantes et je regrette vraiment de ne pas pouvoir y avoir participé pendant 2 jours puisque tout le monde m'a dit pendant la pause déjeuner que c'était extrêmement intéressant. Donc merci à l'association des EPTB.